Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la communication politique? Le mot politique renvoie à un objet qui est la vie politique alors que le terme de communication désigne un certain mode d'approche du politique et renvoie globalement à la situation de la communication dans la vie politique. Ce qui implique qu'on puisse s'interroger sur le rapport qui existe entre la communication et la vie politique et sociale. Dans cette perspective, comme le précise J. Gerstley, la communication politique posséderait un caractère multidimensionnel. D'abord, une dimension pragmatique qui renvoie à l'ensemble des pratiques de communication effective. Ensuite, une dimension symbolique qui touche à la manipulation de symboles visant à emporter la conviction des destinataires des divers messages formules. Et enfin, une dimension structurelle qui désigne les différents canaux institutionnels, organisationnels, médiatiques et interpersonnels dans le cadre desquels la communication politique se développe. Il existe donc bien des manières d'aborder la question de la communication politique, mais il ne faut pas ici confondre la communication politique avec la politique elle-même. En fait, la communication politique désigne toute communication qui a pour objet la politique et prend en compte l'élargissement de la sphère politique avec la place croissante accordée à la communication, avec le poids des médias et de l'opinion publique à travers des sondages, et aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux, etc. Notons, comme le rappelle Arnaud Mercier, que la politique a toujours eu besoin de communication pour se réaliser pleinement. Faire de la politique signifie d'une certaine manière communiquer. L'univers politique est ainsi un domaine envahi par des métaphores, du langage visuel et des symboles qui ont pour objectif de mettre en scène et en récit le politique soit pour s'imposer, ou tout simplement pour mobiliser et convaincre. Cet objectif peut être réalisé par l'énoncé de discours, par la fabrication de représentations visuelles, images, photographies, icônes, emblèmes, etc., par la publicité et le marketing politique, sans oublier les tentatives de contrôle des informations, les différentes formes de censure, et par la mobilisation de tous les moyens de communication pour contrôler la société, la propagande. Mais d'une manière générale, force est de constater que la communication politique, surtout depuis une vingtaine d'années, est fondée sur le spectacle. Un de ses outils principaux reste la redondance. Par la croyance que la répétition rendra vrai ce qu'on répète, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes slogans se répètent dans toutes les activités de communication politique. Il s'agit le plus souvent de discours tronqués, fondés sur les clichés et des images, et apparemment dénués d'idéologie. Mais l'idéologie, comme on le comprendra, n'est pas absente. Elle est très clairement exprimée au travers des mises en scène, du choix des icônes et des emblèmes, voire aussi du choix des mots. Comme le remarquait déjà en son temps G. Debord, le médiatique a entièrement envahi l'ancien espace public. Il n'existe plus d'agora, nulle place où le débat sur les vérités puisse s'affranchir durablement de l'écrasante présence du discours médiatique et des différentes forces organisées pour le relayer. La communication politique repose cependant sur la conviction que tous les citoyens sont aptes à participer, directement ou indirectement, à la gouvernance de leur société. Elle doit ainsi permettre la mise en place d'institutions politiques qui autorisent non seulement l'expression, mais aussi le respect des aspirations des citoyens. Au plan politique, les citoyens choisissent en effet ensemble leur gouvernement et dans cette optique, chacun s'attend à ce que la politique réponde à ses besoins fondamentaux et à son désir de pouvoir choisir sa destinée individuelle ou collective. Dans cette perspective, il est à noter que ni une société ni le régime politique qu'elle se donne ne sont des réalités immuables. Les sociétés évoluent selon les circonstances, les mutations culturelles, les lois adoptées de même que les rapports sociaux et les normes. Face à cette transformation sociale continue, toute société risque de ne pas évoluer en phase avec les problèmes qui la mettent à l'épreuve. Un des objectifs que se fixe alors la communication politique est de chercher l'équilibre entre l'expression des droits individuels et celle des devoirs sociaux, ce qui conduit à l'affrontement d'idées et donne lieu à des débats, à créer des tensions, à confronter des intérêts divergents. Ces conflits sont inhérents aux politiques et normaux, et ils se retrouvent peu ou prou dans la communication politique. En l'espèce, ce n'est pas le conflit faisant appel à la créativité et à l'intelligence qui doit être craint, mais celui qui nie la libre expression ou fait fi des responsabilités et de la solidarité.
À cet égard, la communication politique peut se définir comme un art de la conciliation, du compromis, et en conséquence du respect des positions minoritaires. À ce titre, la communication politique est un outil important du politique. Elle recouvre l'ensemble des stratégies de communication du politique pris dans son sens le plus large, gouvernement, responsables politiques, institutions, etc. Le terme désigne à la fois les discours tenus par les responsables politiques dans les différentes institutions, lors des réunions publiques ou privées de leur parti, auprès des médias, mais également les discours tenus directement en direction du public, notamment avec les moyens de communication au service des responsables politiques, plaquettes ou publicités politiques, sites web de soutien, etc. Par extension, la communication politique recouvre ainsi toutes les stratégies visant à présenter des idées politiques dans le débat public. Elle peut englober toute forme de communication liée à l'activité politique, discours électoraux, marketing politique, communication médiatique, mais aussi la communication institutionnelle ou la communication sociale, etc. En ce sens d'ailleurs, la communication politique est un objet particulièrement difficile à définir. Cet ouvrage a justement pour ambition de dégager ses principaux enjeux permettant au lecteur de mieux comprendre sa nature, ses mécanismes et ses effets. Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour comprendre la communication politique. D'abord le fait que toute communication est un moyen de maintenir les relations entre les personnes et donc dans ce cas entre citoyens. Dans cette perspective, l'accent doit être mis sur la relation des participants qui sont eux-mêmes influencés par le processus de communication. Les éléments tels que le message, comme une entité séparée, ou le canal n'apparaissent pas ici comme aussi importants que l'implication du processus de communication sur la psychologie des individus. La communication politique peut alors se comprendre comme l'œuvre de facteurs interdépendants. Chacun reçoit un message de son environnement et y répond de manière sélective en fonction de son objet d'orientation. Les principales composantes qui la définissent sont ainsi les messages et leur environnement qui renvoient à la situation physique et psychologique dans laquelle ils sont émis. 2. L'auteur des messages ou communicateur, qui peut être une personnalité politique ou une institution, parti, organisation, etc., sélectionnant et transmettant des messages intentionnellement. 3. Le récepteur ou public qui demande et utilise les informations de son environnement en vue de répondre à ses besoins et de résoudre ses propres problèmes. 3. Les objets d'orientation qui désignent la réalité sociale et culturelle du public. IV. L'interprétation ou codage du message. V. Le canalisateur ou médiateur, agent au service des récepteurs pour sélectionner et transmettre intentionnellement l'information. Un nouveau rôle, celui du médiateur, est ainsi introduit dans le processus communicationnel, également sujet de contrôle. V. La rétroaction qui permet au récepteur de former un autre message après avoir interprété le message et le renvoyer à l'expéditeur. Le médiateur désigne plus généralement l'institution média, rédacteur, journaliste, correcteur, etc. Cependant, le filtrage du message politique dépend de nombreux facteurs. Individuels, l'orientation sexuelle, la culture, les goûts, les aversions, etc. d'une personne. 7. Les organismes et institutions de communication. V. Les institutions sociales. X. Les valeurs sociétales et les systèmes de croyances, règles et normes, etc. Notons que les publics dans ce schéma disposent de plusieurs médiateurs parmi lesquels ils feront leur choix, entre plusieurs médias par exemple. Notons enfin que plusieurs feedbacks peuvent se manifester, témoins par exemple, les courriers des téléspectateurs, les sondages, etc. Ce retour va alors influencer le processus de sélection et de transmission des informations par le médiateur. La politique se définit aussi par l'exercice du pouvoir. Par exemple, dans un cadre démocratique, cela consiste à donner la possibilité à une formation politique de changer la réalité présente, conformément à la perspective soumise aux citoyens qui se sont prononcés majoritairement sur ces hypothèses au cours du processus électoral. Il est donc normal qu'il y ait des affrontements idéologiques, en particulier sur les valeurs, entre les divers partis politiques qui, chacun à sa façon, présentent à la population leur vision de la société. Au travers du processus électoral, c'est cependant au peuple éclairé par la communication politique que revient le pouvoir de donner à telle ou telle équipe le mandat, et ainsi d'actualiser les changements annoncés. En ce sens,
le consentement des citoyens réunis en société est la condition essentielle à l'exercice du pouvoir. C'est en ce sens aussi que doit se comprendre la communication politique. Historiquement, la communication politique a désigné l'étude de la communication du gouvernement vers l'électorat, puis l'échange des discours politiques entre la majorité et l'opposition. Mais si les politiques ont toujours communiqué, leur manière de faire a évolué. Il ne s'agit plus seulement de gagner des batailles électorales. Le monde politique a vu ainsi la transformation de son public, généralisation du droit de vote, niveau d'éducation de l'opinion en augmentation, etc. La cible s'est donc élargie et se compose aujourd'hui d'une somme d'éléments très variés. En outre, l'arrivée de la télévision comme outil de diffusion a fait passer la communication politique au stade d'une communication de masse. Du coup, son discours s'en est trouvé radicalement modifié. Depuis 1981 en particulier, le concept de communication politique se décline autour des réseaux sociaux, en termes de publicité, marketing, slogans et images. On peut d'ailleurs noter que son domaine s'est élargi à l'étude du rôle des médias dans la formation de l'opinion publique, puis à l'influence des sondages sur la vie politique. À cet égard, l'exercice de la communication politique est exigeant. Il requiert que les citoyens s'investissent dans son développement et y soient des acteurs dynamiques. En s'intéressant aux problématiques sociales de la société, en permettant d'exprimer ses désirs et ses opinions et ainsi à participer à l'élection de son gouvernement en approuvant ou en désapprouvant les orientations proposées, les citoyens deviennent des citoyens éclairés, ce qui les autorise à faire passer leurs intérêts privés après ceux de la collectivité et à fondre leur singularité dans le bien commun. L'expression de la volonté du peuple constitue ainsi l'élément central de toute communication politique. On peut certes noter que la plupart des citoyens n'adhèrent pas tous de la même façon aux exigences de la communication politique. Ils oscillent entre une inattention quotidienne ou un intérêt temporairement réveillé pour tel sujet précis. Ils peuvent passer de l'adhésion sans réserve à la réticence, selon la conjoncture politique globale ou les influences qu'ils subissent dans leur environnement. En plus de cette vulnérabilité inhérente à la communication en milieu politique, il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des idéologies partisanes. Cet esprit partisan s'exprime en particulier lors des campagnes électorales durant lesquelles la communication prend une place centrale. Cette dynamique propre à la communication en politique, axée sur la séduction, la recherche de l'appui et le désir de convaincre, repose tout entière sur des processus psychologiques et psychosociologiques qu'il s'agit aussi d'analyser et de comprendre. Quand nous prenons conscience de la multitude des messages, nous mesurons mieux leur effet extrêmement important sur la société. Sans oublier qu'au discours des politiques s'ajoutent ceux des médias, qui sont à la fois émetteurs et récepteurs de messages de la communication politique. On comprend alors que l'enjeu de la politique, c'est d'abord et avant tout de savoir communiquer avec les concitoyens, au sein de son parti, au Parlement et avec les médias. Pratiquer l'art de la communication politique consisterait alors à s'exprimer clairement, à bien synthétiser le message, à discerner ce qui est essentiel et ce qui est secondaire et à s'adapter aux divers contextes, qui imposent, chacun à sa manière, des limites particulières à la communication. Dans cette perspective, toute communication politique s'inscrirait dans le contexte d'une recherche de persuasion sociale ou d'influence et serait conçue selon certaines stratégies et développements communicationnels. Pour Philippe Brault, les fonctions de la communication politique seraient multiples et auraient pour objet à la fois d'affirmer la prééminence du politique dans le cours des événements et de structurer des identités en leur assignant à chacun une place dans le champ politique. C'est à ce niveau que se manifeste toute l'importance des sigles, icônes et images mais aussi celle des mots, ceux à connotation valorisante ou dévalorisante, mots marqueurs et mots slogans tout autant que les métaphores qui permettent aussi de mettre en valeur, au détriment des autres, certaines propriétés interactionnelles. G. Lakoff, conseiller en communication des démocrates américains, explique ainsi que le discours politique impacte bien plus qu'on ne le croit le mode de fonctionnement de la société, ainsi que notre rapport à l'autre et au bien commun. Pour lui, c'est le choix des mots qui fait vraiment la différence dans une campagne électorale. Bien choisis, ils peuvent orienter les débats publics. Il souligne à cet effet l'importance de ce qu'il nomme le cadrage, sorte d'inconscient cognitif issu de notre construction familiale et ou culturelle.
Ce cadrage influence notre compréhension des enjeux qui diffèrent selon que nous venons d'un modèle patriarcal autoritaire, ou plutôt d'un modèle familial altruiste. On peut ainsi comprendre que l'identité des électeurs ne correspond pas forcément à leurs intérêts, mais à un système de valeurs. Jelakov postule ainsi que démocrates et républicains utilisent deux cadres différents basés pourtant sur une même métaphore, celle de la famille. Mais le modèle familial du républicain est celui du père autoritaire, où la punition et la discipline permettent d'atteindre un état adulte où on est capable de poursuivre ses intérêts propres. Les démocrates partagent la même métaphore, mais leur modèle est celui de la famille nourricière, protectrice. Au-delà donc d'une manipulation des esprits, trouver la bonne façon de cadrer une question implique de bien définir les valeurs que l'on défend. Pour Jelakov, les think tanks républicains ont compris cela depuis longtemps. Ils savent recadrer leur campagne électorale en fonction du système de valeurs de leurs électeurs. Cette analyse a permis aux démocrates, depuis 2008, d'adopter leur propre système de métaphores conceptuelles pour avoir de nouveaux prises sur les termes du débat public. À ces fonctions identitaires on peut ajouter celles qui visent l'affirmation d'un pouvoir d'emprise. La parole ici se double de compétences propres comme savoir plaider, en petit comité comme en meeting ou à la télévision, formuler les accomplissements souhaitables mais aussi participer à des processus décisionnels, et enfin contrôler, notamment par des questionnements écrits ou oraux. La communication politique peut ainsi apparaître comme déterminante, ce qu'essaient de rendre évident les mots, mais aussi des rituels de toute nature. La communication constituerait ainsi un outil extrêmement puissant puisque tout ce qui se décide ou se fait, les projets envisagés, les politiques adoptées, les contacts entre élus et citoyens, tout passe inévitablement par elle, ce que démontre bien la puissance de certains mots, de certains discours ou slogans. Ceux-ci ne sont jamais neutres, mais marqués par les particularités de l'émetteur, du récepteur et du contexte, et varient selon la stratégie du locuteur, le canal de transmission, les fins à atteindre, etc. En ce sens, dans la communication politique, tout énoncé porte par nature le risque de l'ambiguïté et du malentendu. Chaque récepteur en fera une captation sélective, déterminée par sa propre personnalité ainsi que par le contexte familial, social, économique, politique, etc. Le message de la communication politique passe donc par de multiples filtres qui risquent d'en déformer le contenu. Certes, dans un souci d'efficacité de la communication en politique, les émetteurs tentent de présenter leur argumentation de la façon la plus rationnelle possible. On peut cependant noter que tout n'est pas aussi simple. En politique, les prémices de l'argumentation, parce qu'elles portent sur les valeurs, sont habituellement controversées et ne se prêtent pas facilement à la vérification. En plus de cette vulnérabilité inhérente à la communication en milieu politique, il ne faut pas sous-estimer le rôle des idéologies. Si les diverses formations politiques proposent des projets de société différents, souvent fondés sur l'engagement à répondre aux désirs exprimés, le succès de l'action politique, évalué en termes de satisfaction des citoyens, dépend certes des mesures concrètement favorables, mais aussi et peut-être surtout des représentations positives que les politiques réussissent à susciter. Ce travail s'effectue à travers le langage, les discours et les dimensions symboliques de la communication politique. Dans cette perspective, il faut alors considérer que les citoyens sont fortement influencés par la façon dont l'information est traitée. La qualité de l'information est en effet déterminante dans le développement d'une opinion publique éclairée. Cet accès aux médias complète ainsi le contact direct qu'entretiennent les représentants politiques avec les citoyens. On peut alors comprendre qu'en politique, la gestion de la communication est une composante essentielle. C'est en effet dans cet espace public fondé sur la liberté d'expression, à travers les échanges d'idées et les délibérations, que les citoyens peuvent s'informer et se faire une opinion. Tout ce qui s'y échange publiquement est aussi susceptible de l'attention des médias, qui servent ainsi d'intermédiaires critiques. On peut par ailleurs noter qu'au cours des dernières décennies, le progrès des technologies de l'information et l'expansion des médias ont largement accru cet accès à l'information. En facilitant le suivi des activités politiques, les médias peuvent ainsi susciter de l'intérêt pour la chose politique et faire œuvre d'éducation politique. C'est de cette façon que diverses opinions politiques éclairées, correspondant à autant de visions de l'avenir d'une société,
peuvent voir le jour et offrir un plus grand choix aux citoyens. À cela s'ajoute l'idée que mieux comprendre l'environnement et les caractéristiques des enjeux sociaux ne peut que donner confiance aux citoyens qui, disposant d'une meilleure maîtrise de leur milieu de vie, peuvent faire les choix politiques qui s'imposent. Le problème qui se pose ici cependant est que l'industrie des médias doit répondre aux impératifs économiques traditionnels d'efficience et de rentabilité. De plus en plus présente, la tendance actuelle de convergence des médias d'information sous le contrôle de grands conglomérats privés a de quoi inquiéter. Une de ces conséquences est l'homogénéisation accrue qui découle de la mise en place de ces monopoles, de l'accroissement de leurs moyens et de leur portée considérable dans les sociétés où l'information devient vitale à tout point de vue. Dans cette logique, ce sont désormais les intérêts économiques des grands groupes propriétaires qui conditionnent l'accès des citoyens à une information que les propriétaires des médias sélectionnent en fonction de ce qui est le plus avantageux pour eux. En effet, il est fréquent que des empires médiatiques et de la presse en particulier confient la destinée de leurs journaux à des gestionnaires qui doivent respecter les positions politiques de la direction et assurer aux actionnaires des profits intéressants. Au cours des dernières décennies, un de ces effets majeurs a été l'apparition du mélange des genres dans le journalisme. La disparition relative des journalistes d'information et leur remplacement par ceux qui se consacrent de plus en plus à émettre leurs opinions, le plus souvent dans un style qui cherche la confrontation. En conséquence, les citoyens ont de plus en plus de mal à distinguer les faits réels des opinions car les journalistes empruntent de plus en plus le statut du chroniqueur ou du commentateur et se transforment en éditorialistes. Où sont alors les faits à partir desquels le lecteur pourrait se faire sa propre idée, sans être influencé par les convictions personnelles des journalistes ? La notion de communication politique s'apparenterait ainsi aujourd'hui à ce qu'on appelait autrefois la propagande, qui ne serait rien d'autre que la publicité appliquée au domaine de la politique. On parle aussi, pour désigner la communication politique, d'infotainment, infodivertissement, contraction des mots information et entertainment, divertissement en français. L'infodivertissement désigne un genre de média, télévision ou radio, fournissant à la fois de l'information et du divertissement, en France par exemple, le petit journal où on n'est pas couché. Il s'agit de traiter l'ensemble des programmes et des informations avec les procédés du divertissement. Pour ses promoteurs, ce type de programme a pour but de rendre les informations plus facilement accessibles à un nombre plus élevé de personnes et donc de rendre le média concerné plus visible, plus vendu, plus vu. La frontière entre information et divertissement dans les programmes d'information et d'actualité est en quelque sorte abolie. Dans la sélection des nouvelles, on mettra par exemple davantage l'accent sur les ragots des célébrités, les histoires de crimes, etc. Dans leur présentation, on choisira un style avec des graphiques tape à l'œil, un montage rapide, de la musique et des effets sonores. En termes de ton et d'approche, on choisira d'utiliser le sensationnalisme. On peut noter que l'apparition de l'infodivertissement est liée au changement de l'environnement médiatique autour des années 1980. Non seulement les innovations technologiques ont changé la façon dont les gens consomment les différents médias, mais la structure de l'industrie a également changé, ce qui a eu pour effet, d'une part comme nous l'avons déjà noté, la création de conglomérations croissantes des sociétés de médias, mais aussi l'augmentation non seulement de la quantité d'informations disponibles mais aussi de la concurrence pour les audiences. En outre, à la même époque, le public se tourne vers les sources d'informations proposées sur Internet. Il s'agissait alors, pour les entreprises de médias, de maintenir, voire d'accroître leur part d'audience tout en augmentant les recettes publicitaires. Ce qui explique, en grande partie, la création de ce type de programmes qui transmettent des informations politiques en utilisant l'humour, les panels de discussion et les reportages présentés désormais sous une forme divertissante et accrocheuse. Ignacio Ramonet dénonce ainsi les manipulations dont seraient victimes les citoyens sous le double effet de la logique de l'information devenue marchandise et de l'avènement du multimédia qui réalise la convergence des médias texte, son et images vers un seul support numérique échangeable de manière instantanée. L'auteur montre en s'appuyant sur de nombreux exemples, les faux charniers de Timisoara en Roumanie, les fausses interviews de Fidel Castro par le présentateur du journal télévisé de TF1, etc. Mais aussi de la façon dont sont exploités les événements mondiaux, la chute du mur de Berlin, la première guerre du Golfe, etc.,
Comment les empires médiatiques de plus en plus concentrés autour de la télévision, la téléphonie et l'Internet conduisent ainsi à aliéner les citoyens au lieu de les éclairer et de les libérer. Il remarque notamment que la télévision a désormais davantage pour but de divertir que d'informer. Le journal télévisé est ainsi devenu une dramaturgie conçue pour attirer, amuser ou effrayer, mais non pour informer et faire réfléchir sur l'essentiel. Le journaliste désormais s'efface et se dévalorise au profit de vedettes ou de connexions techniques multiples, passant d'un envoyé spécial à un autre, la principale vertu de chacun étant d'être là, mais sans avoir accès à des informations globales et pouvoir donner une vue d'ensemble des événements. L'auteur critique aussi la règle du direct et de l'immédiat qui empêche toute prise de recul et prive les citoyens du sens du correctif, comme si, par exemple, les images suffisaient à dire le vrai. Dans les journaux télévisés, l'image instantanée domine et du coup, l'information télévisée est privée de mémoire. Elle n'est plus que le fait montré, visible ici et maintenant. C'est ainsi que pour l'auteur il existerait une censure démocratique, qui consisterait à noyer le citoyen sous un flot d'images. On peut ici ajouter un autre phénomène qui agite aussi sur la représentation actuelle de la communication politique, ce qu'il est convenu d'appeler la cyberdémocratie. L'idée d'une cyberdémocratie est relativement récente. Elle introduit une autre forme de communication plus directe qui consiste à utiliser toutes les ressources d'Internet pour permettre des interactions bidirectionnelles et immédiates entre les citoyens et les politiques, et ce, afin d'encourager et d'améliorer la participation citoyenne aux divers processus politiques. Son avantage est qu'elle permet une consultation interactive directe avec des groupes ou des citoyens qui ne font pas partie d'organisations, ou de groupes bien structurés ayant accès facilement au gouvernement, ou aux diverses autorités politiques. En ce sens, par exemple, la cyberdémocratie peut permettre une amélioration des façons de gouverner via la signature de pétitions véhiculées sur Internet. La cyberdémocratie permet également au gouvernement de transmettre directement aux citoyens une foule d'informations. Ainsi, le gouvernement aurait accès à un autre moyen de transmission de l'information, sans intermédiaire, tout en reconnaissant le rôle essentiel des médias traditionnels que sont la presse, la télévision et la radio. Déjà, un certain nombre d'élus ont leur propre site Internet, sont membres de divers réseaux sociaux, ce qui permet aux citoyens de réagir rapidement à certaines décisions politiques ou de faire valoir leurs opinions en ayant avec eux un contact quasi instantané. Nous serions alors à l'aube d'une démocratie interactive, qui offrirait des occasions innombrables d'innovation dans le fonctionnement de la vie politique. Cette démocratie virtuelle n'est cependant pas sans limite et sans risque auquel nous devrons réfléchir. Un canal de communication directe entre la population et les autorités politiques témoigne certes assez que la souveraineté du peuple se manifeste, et qu'ainsi il y a là une possibilité de faire contrepoids aux influences des groupes de pression organisés, en facilitant les débats publics et en rendant possible leur participation directe. Chaque citoyen peut ainsi suivre avec précision le travail de son représentant. Ce type d'information maintenant plus accessible permet à la population de mieux connaître le travail des élus, ce qui les oblige à rendre des comptes à ceux qui leur ont confié la responsabilité de les représenter. Il en résulterait une plus grande transparence qui peut permettre une meilleure compréhension de la part des citoyens et une plus grande responsabilité de la part des élus. Mais ces moyens de communication ne favorisent pas nécessairement, en raison même de leur rapidité et de leur anonymat, la possibilité par exemple de prendre son temps pour analyser les enjeux et réfléchir aux conséquences de certaines décisions. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui les messages se modifient et se recentrent, du fait de la fin des grandes idéologies, et deviennent plus techniques, ce qui rend les diverses tendances politiques de plus en plus restreintes. Enfin, de nombreuses contraintes pèsent sur la communication politique. Par exemple la stratégie du rendez-vous électoral qui implique des contraintes de temps mais aussi de nombreuses contraintes administratives. En outre, les nouveaux outils de communication sont apparus qui viennent relayer la télévision, les sondages et la publicité, comme par exemple, les sondages en temps réel sur l'Internet. Le marketing direct ainsi que les techniques de communication interactive se mettent au service de la politique. On peut à ce sujet noter que selon des statistiques récentes, 40% au moins de ce qui est sur Internet sont faux,
et 60% produits par des machines et non des humains, ce qui est devenu le symptôme le plus net de l'invasion du discours public par ce que le philosophe Harry Frankfurt a appelé le bullshit, la foutaise. Dire n'importe quoi sans se préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux, factuel ou non. Sous couvert de sincérité, le bullshitter produit du baratin dans le seul souci d'affirmer son autorité. Ainsi, il ne respecte pas le contrat implicite de la communication qui veut qu'on tente de se rapprocher le plus possible de la vérité. Nier la réalité des faits et proposer à la place des récits fictifs. Telle serait la caractéristique de notre époque. C'est ainsi que depuis l'élection de Donald Trump qui a popularisé le terme et du référendum britannique sur le Brexit, la question des infox polarise les débats politiques et médiatiques. Leur propagation est facilitée par la rapidité de diffusion et l'effet d'amplification d'Internet. Réseaux sociaux, blogs, messageries, etc. En analysant les tweets sur la COP15, des chercheurs danois ont ainsi montré que plus une information suscite des sentiments négatifs, peur, tristesse, colère, etc., plus elle risque d'être reprise et diffusée facilement. Pourtant, le contenu émotionnel d'un gros titre ne garantit en rien la véracité du contenu. La prolifération des fausses nouvelles serait ainsi responsable du basculement de nos sociétés dans une nouvelle ère, celle de la post-vérité. L'expression est utilisée pour rendre compte des liens qui peuvent se tisser entre les médias et la politique aujourd'hui, en ces temps d'usage important des réseaux. Elle renvoie à l'idée que les faits objectifs ont moins d'influence et d'efficacité pour modeler l'opinion publique, que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Le pouvoir médiatique, tout autant que le pouvoir politique, s'impose ainsi en faisant vibrer la sensibilité via notamment des stimulations sonores et visuelles qui produisent une véritable addiction collective aux émotions. Pour expliquer ce phénomène, on peut rappeler que les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information au détriment des médias traditionnels, décrédibilisés. Sur le Web 2.0 ou Web collaboratif des années 2000, les informations erronées et les sources peu vérifiables abondent. Certes, ce lien particulier entre le mensonge et l'exercice du pouvoir n'est pas nouveau. Comme l'écrivait Machiavel, le prince doit toujours paraître vertueux. Ce qui compte, c'est la réalité effective. Il est donc nécessaire pour le prince de procéder par ruse comme le renard. En conséquence, son régime de vérité est celui de la seule phénoménalité. Myriam Revaud-Dallon note ainsi que si la vérité et la politique n'ont jamais fait bon ménage, l'introduction des vérités de fait, qui se placent entre les vérités rationnelles et l'opinion, et qui sont vécues en commun par le corps politique, a véritablement conduit à une rupture qui permet de comprendre l'avènement de la post-vérité. Ces vérités ont toujours été particulièrement vulnérables, elles le sont devenues encore plus à l'ère de l'information globalisée et du relativisme jusqu'à se confondre avec les opinions. La communication politique est ainsi devenue en bien des cas le lieu privilégié de la novlangue. L'objectif est trop souvent de restreindre le domaine de la communication politique par la réduction au strict minimum du nombre de mots utilisés, notamment la suppression des termes conceptuels, et par des structures grammaticales ramenées à un niveau de simplicité confondant. Les finesses du langage sont ainsi éliminées et le nombre de concepts avec lesquels les citoyens peuvent réfléchir devient si restreint que notamment, toute formulation de critique envers l'État devient impossible et surtout rend la population facilement manipulable par la propagande massive diffusée par les médias de masse. Trop souvent alors la communication politique se caractérise d'abord par l'interchangeabilité presque complète des différentes parties du discours. Tous les mots de la langue peuvent être employés comme verbe, nom, adjectif ou adverbe, et ensuite par le fait que le vocabulaire des mots formés pour des fins politiques est toujours destiné principalement à imposer l'attitude mentale voulue à la personne qui les emploie. La conséquence en est que la langue de la communication politique s'apparente trop souvent à la langue de bois, laquelle manifeste cet état du langage se dégradant, figé, incantatoire, témoin la tendance au slogan qui tente à imposer des idées fausses par la simple répétition et le jargon pseudo-scientifique qui tente à donner un air de neutralité à des arguments en réalité idéologiques. Selon Philippe Breton, la manipulation ici consisterait à construire par la langue une image du réel de telle façon qu'il a l'air d'être réel. Par extension, la langue du politique se déploie en un langage épuré, convenu, rigide, destiné à dénaturer la réalité.
On peut prendre comme exemple les déclarations de Kellyanne Conway, porte-parole du président américain des Trump, concernant les faits alternatifs, pour justifier du mensonge concernant les statistiques de l'inauguration présidentielle, ayant ainsi recours au même procédé que l'État de l'Océania dans 1984. Tout ceci amène à considérer que dans le champ de la communication politique, il y aurait autant de sens qu'il y a de vérités exprimables et de propositions pour les énoncer. La communication politique serait alors, à l'image de la réalité politique, découpée en une pluralité d'usages, donnant lieu à des énoncés et des jeux de langage spécifiques. Et dans cette perspective, force est de reconnaître que non seulement les moyens de communication sont en constante mutation, mais en outre, que chacun de ces jeux de langage est régi par des règles propres. Comme l'exprimait le philosophe J.F. Lyotard, les dispositifs métanarratifs étant désormais désuets et caducs, ils cèdent la place à beaucoup de jeux de langage différents, et donc à une hétérogénéité des éléments. Ces usages multiples du langage aboutissent à ce fait postmoderne, que la communication n'implique désormais ni l'existence de règles partagées, ni même la recherche du consensus. La communication serait ainsi désormais composée de plusieurs jeux, dont d'ailleurs les règles changent à mesure que leurs participants y portent des coups. Ainsi, raconter, juger, interroger, analyser sont tous des jeux différents qui ont leurs règles propres. Tous les actes de langage, et non seulement la parole, sont ainsi dans une situation de conflit entre eux. Chaque jeu est défini par ses règles, lesquelles régissent la distribution des acteurs sur les instances pragmatiques et en particulier politiques. Il s'ensuit que lorsque les règles changent, le jeu et la pragmatique changent avec elles. Ces règles définissent non seulement les enjeux propres à chaque catégorie, mais aussi la formation des énoncés en leur sein, les enchaînements que l'on en peut faire, la manière dont ils peuvent être utilisés et plus globalement, la situation pragmatique, c'est-à-dire la position des différents acteurs, humains ou non, au sein du jeu. Le déroulement du jeu, autrement dit l'enchaînement des énoncés, s'apparente alors à une joute. Il s'agit à chaque fois, pour un temps seulement, de mettre l'adversaire en défaut en déplaçant les limites du jeu, en retournant la situation à son avantage. En cela, le jeu du langage s'avère essentiellement stratégique. L'enjeu est toujours de parvenir à une modification du rapport des forces respectives. Tout énoncé apparaît ainsi comme un coup dans le langage, pour autant qu'il redéfinisse la situation pragmatique, qu'il obéisse aux règles du jeu ou bien qu'il les modifie, de même qu'un coup aux échecs modifie la position des pièces sur le plateau et redéfinit les possibilités de jeu. Toute situation pragmatique, ici politique, se révèle donc définir un rapport de force, c'est-à-dire une situation de lutte entre des parties dans laquelle l'une, au moins, est avantagée, tandis que l'autre ou les autres est en défaut. Pour la ou les premières S, l'enjeu est de conserver cet avantage, pour la ou les secondes, il est de le prendre. Ce n'est qu'à ce prix que le déroulement du jeu peut être ordonné à des stratégies, dans la mesure où ces dernières supposent des intérêts et des intentions. La lutte, au sein de ces jeux de langage, consiste donc en une modification de la position réciproque des joueurs grâce à des coups bouleversant l'équilibre des forces en présence. Chaque partenaire de langage subit lors des coups qui le concernent un déplacement, une altération, de quelque sorte qu'il soit, et cela non seulement en qualité de destinataire et de référent, mais aussi comme destinateur. Le destinateur lui-même voit donc sa position dans le jeu changer lorsqu'il parle, c'est pourquoi il peut reprendre l'avantage dans le combat. On comprend bien que le problème essentiel tient au fait que toute activité politique est toujours accompagnée d'évaluation, et par conséquent, que tout acte politique est toujours accompagné et guidé, même si le plus souvent de la manière la plus confuse, par des considérations sur les valeurs, le bon, le mauvais et le juste, l'injuste. C'est ainsi que les citoyens sont amenés à porter des jugements de valeur dans le sens du meilleur ou du pire. En politique, ces considérations prennent la forme d'opinions, lesquelles se manifestent à travers des projets, des décisions, des croyances, des idéologies, etc. CAD, à travers des justifications lesquelles accompagnent toujours les actes politiques. Ces opinions sont par nature disparates et contradictoires. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui est cependant, comme l'exprime J.F. Lyotard, qu'il ne peut plus exister de plateforme universelle qui permettrait de juger de tous les jeux de langage qui opèrent dans le champ de la politique et donc des valeurs. D'où aussi l'impossibilité du consensus, puisque les référents extratextuels, comme la justice par exemple,
doivent toujours désormais être présentés dans une phrase qui en invente à chaque instant le concept. Les concepts et valeurs auxquels se réfère la politique ne sont donc plus universels, ils sont désormais toujours propres à certains discours. C'est en ce sens que dans tout acte de parole politique, il y a infailliblement un différend, autrement dit un conflit qui ne peut pas être tranché équitablement faute d'une règle de jugement applicable aux argumentations en présence. L'élément essentiel du différend, c'est la rencontre qui ne met pas face à face des acteurs, mais des phrases qui se situent toutes dans des régimes différents du discours des uns et des autres, qu'elles soient sincères ou non, se voulant partie d'une démonstration, d'une protestation avec des fonctions bien différentes elles aussi. Ces régimes différents sont déterminés non seulement par des conflits de droit, mais aussi par des rhétoriques qui ne se rencontrent pas forcément. Comme le remarque le philosophe et Balibar, c'est le différend lui-même, c'est-à-dire l'absence de possibilité de discuter et d'abord de répondre, ou de présenter son cas à l'autre qui est premier. C'est pourquoi J.F. Lyotard définit le différend comme un conflit qui surgit non pas entre des personnes mais entre des phrases. Le différend exprime donc une expérience fondamentale. Quand nous parlons, nous sommes dans une situation impossible, où il faut enchaîner des phrases, des discours, des récits, ou encore des arguments bien que manquent les moyens de l'enchaînement comme l'exprimait Balibar. Il faut donc poser la pluralité irréductible des jeux de langage dans la politique, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Car en effet, aucun acte de parole politique ne peut en commander un autre quand ils appartiennent à des jeux différents. Les univers de discours, on reconnaît là ce qu'il est convenu d'appeler les idéologies, sont désormais inscrits dans des règles fondamentalement hétérogènes. Du fait de leur caractère contradictoire, les opinions sont ainsi l'objet d'incessantes controverses. Tout dépend en effet des critères qui permettent de définir les valeurs auxquelles on rapporte son discours. Aussi doit-on admettre que les opinions, parce qu'elles sont des opinions, font l'objet d'un débat particulier. Celui-ci porte non seulement sur les règles du débat, mais aussi et peut-être encore plus sur la nature des évaluations. On reconnaît là le point de vue exprimé par le philosophe J. Habermas pour qui il existerait un critère absolu pour écarter tel ou tel locuteur d'une communauté langagière. Est-il d'accord ou non pour accepter les conditions langagières d'établissement de la vérité ? Pour que cet accord se réalise, il faut y ajouter une dimension expressive, c'est-à-dire à la fois l'authenticité des partenaires du dialogue et surtout une dimension normative. Chacun doit se voir reconnaître l'égale capacité principielle d'avancer des arguments et de répondre par oui ou par non à ceux des autres. Chacun raisonne publiquement sans autre contrainte que la force du meilleur argument. Le philosophe ghanéen Kwame Appiah remarque justement que si les sociétés humaines ont fini, sous l'effet de la mondialisation, par beaucoup se ressembler, elles divergent cependant sur certaines valeurs ou ne leur accordent pas la même importance. Mais comme il affirme à plusieurs reprises dans son ouvrage, nous pouvons vivre ensemble sans être nécessairement d'accord sur les valeurs. À l'inverse, nous pouvons nous entretuer, tout en partageant les mêmes principes. Les conflits les plus véhéments ne se nouent-ils pas autour de la signification qu'il faut attribuer à des valeurs identiques ? C'est l'enjeu principal qui sous-tend toute communication politique. Dans le 4e chapitre de son ouvrage, l'auteur identifie 3 types de conflits de valeurs et donc de conflits. Dans certains cas, nous ne partageons pas le même vocabulaire des valeurs. Le désaccord essentiel surgit ici de l'émergence d'un concept que l'un des partenaires ne maîtrise pas. Et le désaccord atteint son niveau maximal lorsque dans un débat, l'une des parties fait appel à un concept que l'autre partie ne possède tout simplement pas. Et Appiah ajoute que c'est justement dans ce type de désaccord que l'objectif de la communication n'est pas de s'entendre, mais plus simplement de se comprendre. Dans d'autres types de conflits, nous donnons à un même vocabulaire différentes interprétations. Du fait même que le langage est une texture ouverte, il est par essence contestable et ainsi, on peut comprendre que, même les interlocuteurs qui partagent un vocabulaire moral identique, trouveront toujours quantité d'occasions de s'affronter. Dans d'autres enfin, nous donnons à des valeurs identiques un poids différent. Ces 3 types de conflits de valeurs se retrouvent dans la vie politique. Notons cependant que pour Kwame Appiah, nous pouvons très bien nous mettre d'accord et cela grâce à la communication. Les raisons qui nous poussent au désaccord peuvent être surmontées. Elles sont de 2 ordres. D'une part, nous exagérons le rôle du raisonnement dans la possibilité ou l'impossibilité de s'entendre sur les valeurs.
D'autre part, la plupart des conflits communicationnels ne naissent pas, en premier lieu, de la seule confrontation des valeurs. C'est ce dernier point que l'auteur détaille dans le chapitre 5, la primauté de la pratique. Il est possible de vivre en harmonie sans être d'accord sur des valeurs sous-jacentes, sauf peut-être sur la valeur cosmopolite du vivre ensemble. Mais l'inverse est vrai aussi. Nous pouvons nous affronter alors que nous sommes d'accord sur des valeurs. Au contraire, les conflits naissent plutôt entre deux parties qui voient un bien dans une même chose. Seul le débat qui naît du partage imaginatif de ce que signifie vivre ensemble peut aider au-delà ou en deçà des valeurs, à communiquer et à vivre ensemble. Ce problème est essentiel et renvoie au problème plus général de la coexistence, objet du politique. Autrui est la fissure, le discord, sans lui la société n'existerait pas. Il produit cet écart qui rend possible les mots, les idées, la communication, et c'est à ces effets qu'il se repère. Sans l'autre, l'homme ne pourrait accéder à la langue, à la culture et donc à la société. Une telle situation soulève cependant une question qui nous semble décisive pour ce qui concerne l'objet du politique, celle du rapport à autrui constitutif du lien social. Cette question est le plus souvent implicite en politique. En général, les hommes politiques ne la posent pas et cela, bien que tous les actes politiques la présupposent en tant qu'ils impliquent des évaluations sur notre rapport à autrui. Ce qu'il faut alors expliquer, c'est comment cette expérience cruciale du rapport à autrui peut être fondatrice du lien social. Nous retrouvons alors le problème de la communication politique. Notons ici que pour J. Habermas, le principe de discussion est le fondement de toute activité communicationnelle. Mais cette liberté communicationnelle est étroitement liée à des obligations illocutoires. Elle doit rendre possible l'activité orientée vers l'intercompréhension, et donc aussi celle de prendre position sur les énoncés d'un vis-à-vis et sur les exigences de validité ainsi émises qui dépendent de la reconnaissance intersubjective. Plus précisément, comme l'écrit J. Habermas, la liberté communicationnelle ne peut exister qu'entre des acteurs qui veulent s'entendre sur quelque chose. Ils attendent ainsi des autres des prises de position sur les prétentions à la validité réciproquement émises. C'est cette dépendance de la liberté communicationnelle vis-à-vis d'une relation intersubjective qui explique pourquoi cette liberté est liée à des obligations illocutoires. L'agir communicationnel, dans sa procédure, doit être ainsi, non seulement fondé sur des normes et être justifiable par l'argumentation rationnelle, mais il doit aussi être caractérisé par la justice. C'est une interaction sociale caractérisée par les principes de réciprocité, d'égalité et de liberté contractuelle. La réciprocité dans la communication a en effet pour but ultime la coopération, c'est-à-dire une entente ou une harmonie entre les partenaires qui participent à une action communicationnelle. C'est en effet grâce à la réciprocité qu'un consensus est possible et qu'une compréhension mutuelle peut advenir. Il s'agit d'une reconnaissance qui est à la fois un effort de recherche des raisons justificatives de l'action et un effort de pénétration dans les raisons de l'autre pour les comprendre dans leur vérité, leur justesse et leur sincérité. La réciprocité est donc une reconnaissance mutuelle des sujets qui, en communiquant, se découvrent comme sujets, c'est-à-dire comme des êtres identiques et égaux en droit, tout en demeurant aussi des individus différents. Ainsi, une grande partie de notre activité communicative consiste-t-elle à situer notre parole vis-à-vis de celle des autres. Dans cette perspective, le sens de nos énoncés dépend dans une mesure importante de leur position à l'intérieur de la conversation. Nous cherchons à nous entendre avec l'autre, de façon à interpréter ensemble la situation et à nous accorder mutuellement sur la conduite à tenir. Cet agir communicationnel coordonne ainsi nos interactions sociales en coordonnant leurs orientations et pas seulement leurs effets. Il passe par le biais de la négociation ou de la renégociation de la situation. Tout acte de langage lie ainsi un locuteur coactant à un auditeur coactant, et la nature de ce lien, tout autant que la responsabilité que chaque locuteur assume pour l'énoncer, et la position que l'auditeur peut prendre par rapport à celui-ci, ne va pas comme on peut le comprendre sans problème. Pour J. Habermas, c'est dans l'acte illocutoire que se fonde l'intersubjectivité. Dans l'acte illocutoire en effet, le locuteur crée un certain rapport entre lui-même et son interlocuteur en lui proposant une certaine définition de la situation dans laquelle il se trouve avec lui. Ce qui fait problème, c'est que d'une manière générale, le domaine politique et moral n'est pas naturel.
il faut qu'il soit fondé par les hommes et que cette fondation soit l'effet d'un acte volontaire conscient et réfléchi. Ce que nous pouvons pressentir, c'est que ce lien générateur de la société ne peut se penser et se réaliser en termes exclusivement juridiques et politiques, mais d'abord et avant tout en termes éthiques. Notons aussi que ce débat prend son point de départ dans les opinions controversées propres à la vie politique. C'est en effet par souci éthique que les hommes en viennent à sceller entre eux un accord qui n'est ni un simple échange commercial, ni une simple prestation de service. C'est ce que le philosophe formule quand il met à jour la spécificité de l'agir communicationnel. Si l'agir stratégique, publicité, propagande, etc., vise l'efficacité, le succès ou l'influence, l'agir communicationnel a en vue l'entente entre les locuteurs, l'intercompréhension et le consensus entre tous les acteurs sociaux, qu'il s'agisse de conversations sérieuses entre les individus soucieux de se comprendre mutuellement, authenticité-inauthenticité, de projets scientifiques, vrai-faux ou de décisions politiques, juste-injuste. En effet, de même que, dans la communication, il est possible de suivre des procédures rationnelles qui permettent d'arriver à un accord et donc à une norme acceptée par tous, alors que chaque interlocuteur a des options existentielles, des croyances religieuses ou philosophiques, des modèles de vie différents. De même, il ne devrait pas être impossible, si l'on passe au niveau de la société et du politique, d'arriver à un consensus démocratique qui traduise un décloisonnement universel des perspectives individuelles des participants, c'est-à-dire qu'ils s'entendent sur des normes universelles tout en respectant le fait du pluralisme. Autrement dit, il existe des questions éthiques qui relèvent de choix faits en fonction de ce que chacun pense ou croit et qui relèvent de conceptions du bien toutes différentes et toutes également légitimes. Mais il existe aussi des questions morales qui peuvent relever d'une procédure argumentative et donc politique, capable de dégager l'universalité des normes ou de principes moraux, soit une conception du juste que tous peuvent partager. C'est à ce moment-là que se rencontre la question d'une communication politique. Pour mieux en saisir les enjeux, à savoir, rendre possible des formes d'activité communicationnelle entre les sujets réels par la formation raisonnable de l'opinion et de la volonté, en vue de faire coexister en paix des communautés dissemblables, il nous faut préciser d'abord comment se constitue le fait social et politique. D'abord, il faut noter que le fait société est complexe. La société est un fait de conscience et en ce fait de conscience réside toute la différence entre la société des hommes et les sociétés animales. C'est la différence qu'établissent les sociologues entre les groupes de faits et les groupes d'intentions. On s'accorde ainsi à voir dans la cohésion sociétaire une communauté d'aspirations et d'intérêts, consentis, consciente et réfléchie. Toute société humaine se définit donc par une coexistence originaire qui s'organise autour d'un but, et se forme par l'application des volontés de ses membres à un but. Ce but, autour duquel s'ordonne la vie du groupe, n'est pas du tout conçu abstraitement par les membres qui le constituent, ni même par les dirigeants, mais tout au contraire, il se dégage de la vie quotidienne en sa réalité concrète et multiple. En particulier, ce but varie non seulement en son contenu, mais aussi en sa forme et sa nature selon les différents types de communautés. La communauté peut alors se définir comme la vie en commun d'un groupe qu'unit la même origine, des aspirations identiques, des sentiments de même nature. Mais la communauté politique se caractérise par quelque chose de plus que cette socialité diffuse. Au contraire, une société politique se définit comme une construction artificielle, elle est réalisée volontairement et consciemment par les hommes eux-mêmes. Elle répond à des visées plus hautes que le simple vouloir vivre. Considération morale et politique, définition d'un idéal éthique et politique, etc. Elle se caractérise effectivement par la solidarité des membres du groupe, solidarité plus durable, même si elle peut se défaire, puisqu'elle fait appel à des considérations essentiellement politiques et spirituelles. Cette solidarité signifie donc que toute forme sociale s'agence autour d'un but qui lui est propre et qui devient l'œuvre à accomplir en commun. Elle se cristallise alors souvent dans des symboles et des modèles politiques et sociaux qui servent de point de départ à la structuration du groupe. C'est à ce point que nous rencontrons le problème posé par la communication, qui nous permet de saisir cette construction intentionnelle de la société. Le philosophe Husserl décrit 2 étapes dans ce processus. La première a pour objet l'appréhension d'autrui par analogie, comme analogue de l'être que je suis, même si dans le même mouvement, autrui est appréhendé aussi comme étranger.
L'appréhension d'autrui est vécue et non pensée. Elle est donc une expérience qui conduit à l'intersubjectivité et à la société. Enfin, pour que cette appréhension ait une consistance, il faut qu'elle se confirme dans d'autres appréhensions. Il faut en particulier qu'autrui manifeste des comportements d'un niveau psychique supérieur, colère, joie, etc. Toujours à partir de mes propres comportements dans des circonstances analogues. Cette expérience ne va pas sans poser quelques problèmes. En particulier, l'idée d'un accord présuppose toujours des types de normalité du comportement d'autrui. Notons pour l'instant qu'il existe des normalités de genres divers, avec des variations de toutes sortes qui dépendent du milieu culturel auquel nous appartenons, l'autre et moi-même. Autant dire alors que l'expérience d'autrui conduit nécessairement à un monde social, politique et culturel fondamentalement diversifié et multipolaire. Ainsi se trouve constitué un monde de personnes, ce qui explique l'ambiguïté du monde humain et notamment de l'histoire et du politique. La première étape en ce sens, à savoir la reconnaissance mutuelle, passe alors par l'union vivante explicite avec autrui, autrement dit par la compréhension intuitive de ses expériences, de la situation qui conditionne sa vie, de ses travaux, etc. La société politique dès lors n'existera qu'à raison de cette liaison interne qui s'établira au niveau des consciences, se reconnaître mutuellement dans un monde commun. Cependant, si cette intersubjectivité vécue est nécessaire, elle n'est pas suffisante, elle n'est qu'une condition de possibilité de la société. Pour que celle-ci se réalise effectivement, il faut une union dans la communauté que seule la communication rend possible. À ce titre, les personnes établissent entre eux des relations mutuelles d'ordre social et politique. Ainsi la socialité se constitue-t-elle par des actes spécifiques de communication dans lesquels le moi s'adresse aux autres, en sachant que ces autres comprennent le sens de leurs adresses et s'adresseront en retour à lui. Si cette conscience de réciprocité n'existe pas, il n'y a pas d'expérience compréhensive de l'autre comme sujet personnel et donc il ne peut y avoir de communauté ni donc de politique. Celle-ci n'est possible que si les sujets citoyens sont mutuellement occupés l'un de l'autre, qu'ils s'intéressent activement l'un à l'autre. Cet intérêt actif mutuel doit aussi s'accompagner de compréhension et de la conscience qu'on se fait comprendre. C'est alors que peut s'opérer un échange mutuel des intentions et des pensées, échange par lequel justement se définit le politique. Il nous reste à expliciter ce qui le caractérise. De façon générale, dans la communication qui établit une communauté, il n'y a pas deux actes, mais une seule opération à deux moments, ce que Husserl appelle une coopération. Cette coopération crée l'unité. Une unité qui ne demeure pas seulement intentionnelle, mais qui est effective parce qu'elle procède d'une participation de chacun dans la réciprocité volontaire à un seul et même acte. Elle vient, comme dit Husserl, d'une coïncidence des sujets. C'est là le mode fondamental et primordial de la communication politique, dont dépendent tous les autres, à quelque degré de profondeur ou d'intensité qu'ils atteignent. L'interaction communicationnelle est donc le phénomène social de base. Il suffira que l'unité des sujets s'ordonne et se développe autour du contenu de la communication, et que l'unité ainsi scellée ne demeure pas éphémère mais permanente dans le temps. Husserl montre aussi que cette unité qu'est la société est liée au contenu et à la teneur objective des communications et donc des représentations. Entre les sujets citoyens, par la médiation de leur expérience objective commune, une interpénétration s'ébauche et se constitue. Du coup, nous comprenons que la société politique ne peut être la simple sommation d'individus et de cultures extérieures et étrangers les uns aux autres. Elle ne peut être qu'une union de volonté, ce qui signifie en même temps que dans cette union chacun se sait uni aux autres dans sa volonté propre. Les expériences des sujets qui communiquent entre eux ne demeurent donc pas les unes à côté des autres, parallèles et étrangères. Elles s'ordonnent et s'organisent autour d'un foyer qui leur est commun et deviennent expériences collectives d'un état de choses qui n'est ni seulement pour moi, ni seulement pour chacun, mais pour tous ensemble. Les acteurs sociaux ne sont donc pas juxtaposés. Il y a entre eux, par la médiation de leur expérience objective commune, par exemple une tâche commune à accomplir, une interpénétration. La société est donc une œuvre ensemble, dans laquelle chacun est engagé. La société comme entité politique exige donc, pour être réelle, aussi bien la communication et la communauté des consciences et des volontés, que la permanence objective de l'œuvre collective.
C'est pourquoi la société est une association politique ordonnée à son but. Les activités de ses membres se combinent et se complètent en fonction du but politique à atteindre. C'est bien, comme le note Husserl, ce que l'on peut observer en lisant les statuts d'une association philanthropique, mais plus encore dans le cas d'une ville et de sa population unifiée sous son administration municipale, et de façon plus privilégiée dans l'État, où la nation est unifiée par la Constitution et le gouvernement. La conscience collective est donc, non pas le principe de la société, mais bien plutôt l'effet de la communication qui fait naître une société. À ce titre, le politique est un vécu, ou une dimension d'existence. Cette structuration n'est cependant pas figée. Elle évolue tout au long de l'existence et passe par une dynamique du conflit qui permet en même temps de structurer les relations sociales. Ces oppositions sont souvent génératrices de pôles de tension et d'échanges qui permettent à la fois les conflits et les échanges. Par contre, si les oppositions se radicalisent... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.